Bonjour Clara. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir. Alors, un petit mot rapide peut-être, tu n'as pas pu être parmi nous aujourd'hui. Je suis sincèrement désolée de ne pas être avec vous aujourd'hui. On est réunis autour du Premier ministre pour le comité interministériel de l'innovation. Et vous allez dire, mais parler d'innovation dans cette période, justement, c'est le cœur du sujet. On y reviendra, je pense, mais tout le contexte géopolitique, la guerre commerciale qui a été enclenchée par les États-Unis, si ça doit nous rappeler une seule chose, c'est que la réponse, c'est l'innovation. Alors justement, tu dis le contexte. Je pense qu'il est important de rappeler que cette semaine, enfin ces 10 derniers jours, tu dors encore moins que pour la préparation du sommeil, je crois. Oui, c'est à peu près vrai. Parce qu'on voit tous les ministres sur tous les fronts, mais en particulier le numérique qui revient sur le devant de la scène quasiment dans chaque parole, puisqu'on se dit finalement, ils nous attaquent sur notre champagne, mais nous, ce qu'on consomme, c'est leur service numérique, globalement aujourd'hui. Peut-être rappeler d'abord, avant toute chose, que cette guerre commerciale, elle est idiote. Nous n'avons pas envie de ce monde de l'escalade commerciale et nous sommes convaincus en français, en européen, que le libre-échange qu'on a eu jusqu'ici, qui a orchestré le commerce mondial, est une bonne chose. Donc, avant de répondre à ta question, je pense que c'est très important que les gens qui nous écoutent comprennent que ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, c'est bel et bien de rétablir le monde précédent, un monde dans lequel on croit. Mais il ne nous aura pas échappé, d'ailleurs il a écrit un livre sur cette question, que le président américain est un très grand négociateur, et donc avec un très grand négociateur, il faut négocier. Et c'est ce qu'on veut faire en européen, et donc aujourd'hui, et bien sûr en européen, parce que c'est ça notre force, je crois qu'aussi c'est le deuxième message peut-être à faire passer, c'est que on a tendance peut-être à entendre l'Europe c'est de la régulation, l'Europe ça nous ralentit, non, l'Europe c'est une force, c'est notre force, c'est 450 millions d'Européens qui, c'est vrai, aujourd'hui consomment un certain nombre de produits américains, dont les services numériques. Et donc, dans cet état d'esprit de négociation, quand les États-Unis disent on va taxer les biens européens de 20% de droits de douane, il faut qu'on regarde toutes les cartes, toute la situation et qu'on se dise comment est-ce qu'on peut répondre de façon très ferme, très proportionnée, en européen encore une fois, et donc de regarder la balance commerciale dans son ensemble. Et nous sommes aujourd'hui importateurs de services numériques, c'est une vraie réalité. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qu'on veut faire, mais on est poussé à le faire. On est dans le moment actuel dans une position de négociation dans laquelle on ne s'interdit absolument rien, et donc on regarde tous les leviers. Mais on joue à se faire peur ou on peut vraiment envisager un monde où demain on pourrait dire on ne se sert plus, en tout cas pas partout, on n'est pas une dictature, mais en tout cas dans les services publics, dans les services contrôlés par l'État plus ou moins, d'outils que tu utilises tous les jours aussi. Je te lis très souvent sur LinkedIn, qui n'est pas une plateforme européenne aux dernières nouvelles. C'est une vue de l'esprit ou ça fait partie des outils de dissuasion à notre disposition? En fait, je pense que cette question est très importante parce que cette question de l'autonomie stratégique que porte le président de la République depuis 2017, je crois que pour la première fois, on se rend vraiment compte d'à quel point la souveraineté numérique, elle est au cœur de cette autonomie stratégique parce que oui, en tant que citoyen, on se connecte sur ces outils pour partager du contenu, pour consommer du contenu. On aurait pu parler des outils de divertissement aussi. Oui, en tant qu'entreprise, grande majorité des entreprises européennes hébergent leurs données dans des solutions américaines. Oui, en tant qu'administration, on utilise la suite Office dans certaines administrations pour échanger des emails, pour écrire des notes, tous ces documents-là. Et la question de la souveraineté numérique, c'est pas de dire on va forcer tout le monde à basculer sur des solutions européennes, c'est pas de ça dont il s'agit, mais c'est de se dire la souveraineté au fond c'est d'avoir le choix. Et le monde auquel on est confronté aujourd'hui, c'est un monde où, je crois qu'il faut le dire en pleine conscience, avec une certaine humilité, on n'a pas toujours le choix comme on aimerait l'avoir. Et c'est ça, je crois, la prise de conscience. Quand un des grands dirigeants du CAC 40 dit dans un forum la semaine dernière, aujourd'hui, quand je pense à la souveraineté de mes données, je suis un peu gênée parce que j'ai plutôt le choix entre des solutions étrangères. Bon, déjà, j'ai envie de lui dire c'est faux. J'en ai visité un certain nombre des solutions d'hébergement européennes qui sont vraiment au plus haut niveau, notamment en termes de sécurité des données. Mais j'ai envie de dire, c'est déjà une bonne chose. Cette prise de conscience des dépendances, le fait que ça devienne le sujet du CEO,
et pas le sujet du directeur des systèmes d'information, c'est un vrai basculement auquel on assiste. Et notre réponse en Européens, ça doit être de dire, comme on le pousse depuis 2017 avec le président de la République, il faut créer les conditions d'une émergence, d'une offre de souveraineté numérique européenne pour créer ces alternatives, pour créer ce choix et s'assurer que ces technologies européennes, elles sont très importantes d'un point de vue compétitif, économique, mais aussi d'un point de vue valeur. Donc, par exemple, de la souveraineté des données, la question de la protection des données. On est une offre aujourd'hui qui nous garantisse un niveau de sécurité dont on a besoin. C'est ce que font des acteurs comme OVH Cloud, Scaleway. Ils sont tous embarqués dans cette dynamique-là. Mais aujourd'hui, on doit plus que jamais accélérer. Et d'ailleurs, à l'occasion du comité où je suis présentement, c'est une vidéo, on rappellera que la meilleure réponse à la souveraineté numérique, c'est l'investissement dans l'innovation. Et donc, il y a un certain nombre d'appels à projets qui vont pouvoir continuer à accompagner le marché pour créer des alternatives. Ça m'appelle à deux remarques. Tu disais en introduction que votre objectif, c'est de revenir au monde d'avant, si je reprends tes paroles. Pas complètement, si je t'entends. C'est de revenir à un monde d'avant avec le choix. C'est très juste, c'est exactement ça. Revenir au monde d'avant en termes de commerce, parce que la France a toujours une position très claire sur la nécessité d'ouvrir les frontières, de faire du commerce au niveau mondial, d'attirer les capitaux, d'attirer les talents, parce que plus que jamais, quand on veut innover, il faut une ouverture, il faut travailler de façon internationale. On ne peut pas innover simplement dans son coin. Mais pourtant, et tu as tout à fait raison, ça doit aussi être pour l'Europe, et c'est pour l'Europe, un moment de bascule dans la compréhension de nos dépendances et dans la détermination à créer ce choix, ces alternatives pour se sortir de ces dépendances. Et donc tout l'agenda de souveraineté numérique qu'on porte, que le président porte, impulse depuis 2017, doit bien sûr accélérer dans ce moment. Alors ce moment de wake-up call, si on veut, est-ce qu'il te paraît aujourd'hui, en l'état actuel du développement des technologies en Europe, réaliste sur un certain nombre de sujets? Parce que quand ce fameux président, que je ne nommerai pas mais qu'on connaît, dit j'ai pas tellement le choix, par exemple, pour mes solutions d'hébergement, évidemment qu'on a des solutions européennes, voire françaises, peut-être au meilleur niveau sécuritaire, mais peut-être pas au même niveau de fonctionnalité. Parce qu'elles ont commencé plus tard. C'est des sujets qui sont très longs. Alors ça, je lâcherai les clients juger. Je suis pas là pour faire la promo de telle ou telle solution, mais quand les solutions, dont celles que vous mentionnez, ont des acteurs internationaux, américains, asiatiques, qui choisissent ces solutions, elles le font certes parce qu'elles sont très sécurisées, mais aussi bien sûr parce qu'elles sont performantes. Et je crois que on a organisé il y a quelque temps dans ce ministère un dîner entre patrons du CAC 40 et patrons de start-up technologiques françaises, le fameux Next 40. Et une patronne disait quelque chose d'assez juste. On a peut-être un peu tendance, en tant qu'Européens, à être plus dur dans la façon dont on juge les solutions européennes. On se flagelle, quoi, en fait, quelque part. Et ça, il faut que ça change avec tout l'outil législatif à notre disposition. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, parlait de préférence européenne en début d'année. C'est une bonne chose. On travaille en ce moment à pouvoir voir comment est-ce que la souveraineté numérique et la question des outils numériques peuvent rentrer dans ce mécanisme-là. Il faut que ça change au niveau des administrations. D'ailleurs, on l'a fait, on a été précurseur. Hein. On est le seul pays en France à avoir dit il y a un niveau de certification, de sécurisation de nos données. On fait en sorte que les données sensibles soient sur ce type d'hébergement et qu'on fasse monter l'offre en conséquence. Et puis, oui, on a pris parfois un certain retard sur certaines technologies, c'est la vérité, mais il y a aussi de nombreuses technologies sur lesquelles on est bien sûr très performant et sur lesquelles mon job, c'est de m'assurer que dans 15 ans, je pense notamment à l'intelligence artificielle, on ne se retrouve pas dans la situation qu'on vit aujourd'hui parce qu'on a le choix. Et donc quand on a le choix, il faut réfléchir à quel est le projet de politique industrielle qu'on veut mener en tant qu'entreprise, en tant que gouvernement, en tant qu'administration, et puis quel est le projet démocratique aussi, parce que la technologie n'est jamais devenue aussi politique. Je crois que ça, on le voit tous les jours. Dans la matrice de choix d'un DSI, il y avait qualité, coût, délai de déploiement. Maintenant, il y aura souveraineté en 4e colonne, quoi. Oui, mais pas pour se faire, pas pour faire plaisir à l'Europe ou à ses solutions, parce que c'est un véritable enjeu économique, c'est un enjeu démocratique, comme je le disais, et à performance égale, aujourd'hui,
bien sûr que les administrations, les entreprises doivent se tourner vers des solutions européennes à performance égale. Quand France Travail fait un partenariat avec Mistral AI, quand le patron de France Travail nous raconte ce partenariat, il ne dit pas « je me suis tourné vers Mistral parce que c'est une solution française et que je voulais faire du cocorico ». Parce que la solution est bonne. Et il le fait parce que c'est la meilleure solution du marché qui est disponible pour le problème qu'il essaye de résoudre. Alors justement, pour avancer sur quelques questions de souveraineté, tu as déclaré, je crois, que les solutions non européennes n'aidaient en rien à développer notre activité économique et qu'il faudrait s'appuyer plus sur un cadre européen commun. Et tu citais notamment via le label SecNumCloud. Où en sommes-nous sur ce sujet en particulier? SecNumCloud, c'est un sujet intéressant parce qu'il est au cœur de toute la discussion qu'on vient de commencer. Qu'est-ce qu'on a dit en France avec SecNumCloud? On a dit, en France, on ne veut pas de données sensibles. Données sensibles, ça veut dire les données relatives au secret de la nation. Ça veut dire les données relatives à l'ordre public, au maintien de l'ordre public, à la vie et la santé des personnes. On ne veut pas de données sensibles qui soient hébergées, des données sensibles publiques, qui soient hébergées sur des hébergeurs non sécurisés. On veut un niveau de sécurisation très élevé, ultra sécurisé. Quand je suis allée chez OVH voir l'offre qu'ils déploient maintenant, qui a ce fameux label SecNumCloud, je ne peux même pas rentrer en fait dans la pièce. Et le CEO non plus ne peut pas rentrer. C'est tellement sécurisé qu'il y a un accès biométrique. C'est ce niveau de sécurisation. Et donc, on a décidé en France, en tant que nation, que pour ces données-là, il fallait que les données soient hébergées sur SecNumCloud. Donc, c'est très ambitieux. C'est un vrai choix politique. Tous les pays n'ont pas fait ce choix-là. Mais c'est un choix assumé et qui, encore une fois, marche sur deux jambes, nous permet aussi, bien sûr, de faire sortir de terre des offres qui correspondent à ce niveau de sécurité, des offres souveraines, et donc de donner aussi des débouchés à notre marché national et européen. Après, voilà, je suis persuadée, comme mes prédécesseurs, que c'est un sujet qui doit se porter en européen, la question du cloud. Le marché du cloud ne peut être qu'un marché européen, et donc c'est un sujet qu'on a beaucoup porté, qu'on continuera à porter plus que jamais dans le contexte géopolitique actuel pour dire ce niveau de sécurisation, on en a besoin en européen et donc il n'y a pas de raison pour qu'on ne pousse pas en ce sens. Alors, il y a quelques mois, mais peut-être quelques années, si on réfléchit en minutes de votre vie actuelle, concernant la protection des données sensibles, la décision de confier à Microsoft l'hébergement des data de santé, Data Health, Data Hub, fait toujours polémique. Elle l'a fait, ça a fait beaucoup de bruit, puis il y a eu une décision du Conseil d'État. À la lumière de l'actualité, penses-tu que c'était finalement une mauvaise décision ou la bonne à l'époque et plus tellement la bonne maintenant? Enfin, je ne sais pas s'il y a un avis. Non, c'est un très bon sujet, le sujet du Health Data, parce que ça montre bien que cette question de l'autonomie stratégique, de la souveraineté numérique, c'est quelque chose qui se construit, sur lesquels on a une partie des réponses, puis il y a des réponses quand même pas tout à fait satisfaisantes, et donc on les adresse, on y travaille. Donc très concrètement, qu'est-ce qui s'est passé avec Health Data Hub? Health Data Hub, d'abord, c'est un projet formidable. Je veux dire, au monde de l'intelligence artificielle, se dire qu'on rassemble toutes les données de Français pour faire accélérer la recherche, pour trouver des nouveaux médicaments contre le cancer, pour adresser les maladies rares, pour fluidifier la vie des chercheurs pour qu'ils aient accès à ces données, c'est formidable et c'est assez unique, parce que c'est lié au fait qu'on a un système de santé publique et donc qu'on a accès à ces données. Ensuite, c'est poser la question de la protection de ces données. C'est des données importantes pour les Français, c'est des données de santé. Et le fait que le Health Data Hub ait choisi Microsoft, ça a donné lieu à une situation aujourd'hui qui n'est pas très satisfaisante du tout, parce que n'y a pas ce niveau de sécurité dont je parlais tout à l'heure, le fameux SecNumCloud, et donc on n'a pas transféré les données de santé du système national de santé dans le Health Data Hub. Donc, pour des projets de recherche ad hoc, la CNIL donne son accord, projet par projet, avec un hébergement ad hoc. Vous imaginez bien que c'est pas la manière la plus rapide d'innover, donc tout le monde est un petit peu perdant dans cette histoire. Pour autant, ce n'est pas une fatalité. Je parlais d'OVH Cloud, de Scaleway. Aujourd'hui, on a des offres. Il y a aussi des conglomérats, Bleu, Sens, qui se montent avec ce niveau de sécurité. On va lancer très prochainement, avec le ministère de la Santé, un appel d'offres pour transférer l'hébergement du Health Data Hub et pouvoir enfin aboutir à une solution qui fonctionne, qui permet d'innover plus facilement avec un niveau de sécurité important. Et pour finir sur ces sujets souveraineté, est-ce qu'on peut imaginer demain, parmi nos armes à disposition, entre guillemets, que le bras armé financier, finalement, du gouvernement qui est BPI-France, quand il finance des entreprises dans leur développement, on peut citer par exemple un Doctolib, puisqu'on parlait de la santé, mais plein d'autres, pourrait dire, bah, maintenant pour les prochains rounds, ok, mais il va falloir regarder où c'est qu'on met les données de manière un peu plus précise, type les exemples qu'on vient de citer.
Ou c'est aller trop loin dans l'interventionnisme, tu vois? Je pense que notre doctrine, c'est la bonne. C'est de dire, il y a les données sensibles et les données non sensibles. Je prends l'exemple de la santé parce que c'est assez parlant. La localisation une clinique de santé, c'est une donnée publique. Je veux dire, on tape sur Google, on trouve où est... on trouve où est Ta langue à fourcher. la clinique en question. On tape sur Mistral. Les antécédents, exactement. Les antécédents les antécédents du patient, le diagnostic médical, c'est une donnée sensible. Donc, il faut, je pense, garder ce réalisme, ce pragmatisme et se dire, avec cette approche, qu'est-ce qui est sensible, qu'est-ce qui n'est pas sensible, mais être très ferme sur le fait que les données sensibles doivent, elles, être protégées. Alors, on est très tendu par le temps. Je sais que tu as plein de rendez-vous à cause de cette actualité, donc on ne va pas faire toutes les questions. Juste quelques-unes un petit peu en dehors de la souveraineté. Il y a eu le mois dernier donc le sommet européen de l'IA. Quel bilan? À part que tu n'as pas dormi pendant 3 semaines. Non, le sommet pour l'IA, je retourne la question, mais j'espère que ce que les gens ont vu, en fait, c'est un peu tout ce qu'on vient de se dire, c'est que l'Europe est au rendez-vous sur la question de l'intelligence artificielle. La course est très rapide, mais on a bien l'intention de rester dans le peloton de tête. Et très concrètement, moi, ce que j'en retire, c'est d'abord, on était sur une technologie qui fait peur. Et je crois que c'est important de le comprendre. Oui. Enfin, on le voit dans le baromètre, d'ailleurs. Toujours, malgré nos efforts, même si ça va mieux, ça fait peur. Je le vois quand je fais des cafés IA avec l'appui du CNUM et qu'on va parler avec des personnes en situation d'électronisme numérique. L'IA, c'est encore l'étape d'après, quoi. Donc, on a réussi à mettre cette technologie dans le débat public. Tout le monde a joué le jeu. Les entreprises ont joué le jeu, les gouvernements ont joué le jeu, tous mes collègues ministres ont joué le jeu, la presse a joué le jeu, de dire, voilà, très concrètement, à quoi sert cette technologie, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter dans le domaine de la santé, j'en parlais tout à l'heure, dans le domaine de la transition écologique, dans la pénibilité des tâches dans l'agriculture. Enfin, voilà, tout le monde a vraiment pris le sujet. Et ça, c'est une bonne chose, parce que c'est une technologie qui est tellement transformatrice qu'on ne peut pas, en tout cas on ne veut pas, en tant qu'Européens, la laisser se développer dans les mains du marché, et puis aux mains des gens qui aiment bien la technologie, et puis les autres, en fait, qu'ils se débrouillent. Donc ça, c'était le premier objectif, très important. Deuxième objectif, de montrer que pour que la technologie se développe dans le sens qui nous semble le plus pertinent, c'est-à-dire rester fidèle à ses valeurs d'inclusion, mais aussi d'éthique, de réflexion sur l'impact écologique de cette technologie. Ça ne doit pas être quelque chose qu'on met sous le tapis, ça doit être quelque chose qu'on regarde, dans lequel on s'engage. En européen, il faut qu'on innove. On ne peut pas se retrouver dans la situation de dépendance qu'on décrivait tout à l'heure sur une partie des logiciels, du cloud, etc. Il faut qu'on innove. Parce que c'est la manière d'avoir une réponse à toutes ces questions de souveraineté, d'avoir une réponse à ces questions de valeur, c'est d'avoir nos propres solutions. Et puis, il faut qu'on embarque, ça c'était la troisième chose très positive. Donc pour innover, on a eu des montants d'investissement très importants qui ont été annoncés. Qui me semblent à la hauteur nécessaire. Qui me semblent très importants et complètement à la hauteur. 109 milliards d'euros d'investissement dans des data centers en France, c'est s'assurer que tous nos chercheurs, toutes nos entreprises qui travaillent aujourd'hui à des modèles d'intelligence artificielle ont les moyens de développer ces modèles ici, en France, en européen. C'est crucial pour cette technologie. Et on avait beaucoup entendu parler de Stargate, 500 milliards. Ramené au PIB de la France, on parle des mêmes montants. Donc, on n'a pas du tout à rougir. L'Europe a aussi annoncé 200 milliards d'euros d'investissement, privé, public, donc un vrai consortium pour accélérer, c'est une bonne chose. Et puis au niveau, du coup, plus diplomatique, ça a été aussi l'occasion de faire entendre une voix qui n'est pas seulement la voix de 3-4 grandes entreprises qui contrôlent le développement de ces modèles et capturent la valeur économique de ce marché, mais de dire on crée ensemble une coalition d'une 60aine de gouvernements qui s'engagent pour que cette technologie ne recrée pas les fractures du passé, pour la mettre aussi à disposition des pays qui peut-être sont moins avancés dans la recherche. On a créé une coalition à hauteur de 400 millions d'euros, une fondation qui va pouvoir financer des projets pour mettre l'IA dans les mains de toutes et tous. Et ça aussi, c'est très important. Parce que la technologie, c'est un outil
Et donc la manière dont on développe cet outil, la manière dont on l'utilise, c'est une vraie responsabilité. Et je pense que c'est la responsabilité des gouvernements aussi de s'attaquer à cette question-là. Alors tu le sais, à l'Axel, on a beaucoup d'acteurs économiques de toute taille, hein, des très grands groupes comme Orange, BNP et beaucoup d'autres pour ne pas les citer, des ETI et des startups de toutes les tailles. On a coutume de dire que le gouvernement fait sa part, mais on doit faire la nôtre. Qu'est-ce que tu auras envie de faire passer comme message à nos membres, à nos assemblées et à tous nos membres, j'allais dire entreprises françaises, sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire de leur côté pour aller finalement un peu plus loin que le buzz de l'IA générative. Ok, on se fait plaisir, on voit des images sur Internet, mais quand on regarde le baromètre, dans le baromètre qu'on publie donc aujourd'hui, c'est une menace pour l'emploi pour 60% des Français. Ils ne savent pas forcément dire pourquoi, mais ils voient une menace. Les droits d'auteur, tu as fait un post très intéressant sur le sujet et que je partage. On a vraiment l'impression qu'on s'en fout. Allons-y, un peu comme à l'époque des MP3 où c'était pas grave, on pouvait voler un CD à la FNAC, c'est pareil. Mais et la propagation à grande vitesse des fausses informations, voire à minima erronées, parce que tous ceux qui ont fait l'expérience de poser une question exacte à une intelligence artificielle ont souvent des hallucinations. Et malheureusement, beaucoup de jeunes ne sont pas conscients de ces hallucinations et on propage des informations erronées. D'abord, quelle est ta vision éventuellement sur ces risques? Mais que penses-tu que toutes les entreprises peuvent faire pour aussi leur part dans ce domaine? C'est une bonne question parce que ce qui rallie les trois questions, c'est que si on n'arrive pas à apporter des réponses, en fait, on va se retrouver dans, encore une fois, un état un peu de décrochage. Une fracture. Où on entend parler de l'intelligence artificielle, mais finalement, on ne l'adopte pas vraiment, en tout cas pas à l'échelle. Et donc, on n'a pas tous les potentiels de progrès de productivité qui vont avec cette technologie. Donc, il faut absolument y répondre. Peut-être comment nous, on y répond, les institutions, et puis après, je trouve que la question de l'entreprise est très pertinente. On y répond déjà en posant un cadre très ambitieux au niveau européen. Alors oui, l'Europe, c'est encore une fois la fameuse régulation, mais cette régulation, elle dit des choses toutes simples. Elle dit il y a des usages qu'on veut et qu'on ne veut pas. Et je crois que ça rassure beaucoup, moi, les gens à qui je parle de cette technologie, de dire on ne veut pas d'une IA qui noterait les individus socialement pour ensuite prendre un certain type de décision. On ne veut pas d'une IA qui va pouvoir deviner l'orientation sexuelle de quelqu'un à partir d'informations. Donc ça, c'est la première réponse. Et puis, on innove pour avoir, ça je crois qu'on a passé assez de temps dessus, mais pour avoir des solutions. Et donc, on s'assure que la régulation n'empêche pas l'innovation. Ça, c'est notre réponse. Et l'autre partie de notre réponse, qui est le dialogue dans les cafés dont je parlais, le dialogue social dans les entreprises, le dialogue avec les parties prenantes, avec les auteurs. Sur la question du droit d'auteur, on lance une grande concertation avec la ministre de la Culture, Rachida Dati, pour se poser la question collective, le droit d'auteur à l'ère de l'IA. En fait, je pense que les entreprises peuvent faire la même chose. Déjà, l'écoute, le dialogue avec les employés pour comprendre quelles sont leurs peurs, quelles sont leurs appréhensions, comment on peut les accompagner à se saisir de l'outil, comment on peut s'assurer qu'on dispose de formations pour toutes et tous, et pas que... c'est un peu comme au début des années Internet, où il y avait le geek de l'entreprise, et puis c'est un peu sa responsabilité, et tout le monde venait avec son ordi, genre, je ne sais pas comment faire ci ou ça. Non, ça ne peut pas se développer comme ça. Il faut aller beaucoup plus vite. Il faut que ça soit un sujet du dirigeant, soutenu par les managers, d'adoption, de formation, de transformation. C'est un vrai sujet de transformation des entreprises, et je crois que chaque personne dans l'entreprise a son rôle à jouer. Pour conclure, parce que sinon je vais me faire disputer par ton cabinet, on va complètement changer de sujet et passer à ton dernier poste, en fait, qui en tant que papa m'a touché. Et c'est pas pour aller sur l'anecdote dont on parlait en aparté, mais plutôt sur le sujet en fait de la confiance par rapport aux enfants, puisque le baromètre de la confiance des Français dans le numérique, c'est des pères et des mères de famille qui répondent. Et parfois on est perdu. Tu vois, moi je suis président de l'association de l'économie numérique, je baigne là-dedans depuis 1998 et la première bulle Internet. Et avec un enfant de 14 ans, je suis parfois perdu. Désarmé, tu avais fait un post sur la série Adolescence qui m'a touché parce que j'ai trouvé qu'elle était très pertinent. Que fait aujourd'hui, au milieu de tout ce brouhaha, arrives-tu quand même à consacrer un peu de bande passante à justement qu'est-ce qu'on pourrait faire évoluer dans le panorama des autorisations, des droits et des devoirs de chacun pour peut-être mieux protéger notre jeunesse et nous donner des armes en tant que parents ou des outils pour y arriver? Je suis ravie que tu me poses cette question parce que on a parlé souveraineté, on a parlé IA et la protection des enfants en ligne, c'est pour moi un sujet aussi important. S'il y a 3 sujets dans mon portefeuille, c'est vraiment ces 3-là. Le sentiment que tu décris, chaque déplacement sur le terrain, quand je rencontre des parents, je suis confrontée à ce type de conversation. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus
édulcorer le fait qu'il y a un vrai questionnement, j'irais même jusqu'à poser les mots de sentiment de maltraitance numérique par ces outils sur une certaine partie du public, les plus jeunes, et il faut qu'on apporte des réponses très fermes. Et ça, c'est une priorité. Et je sais qu'en tant que ministre du numérique, ça peut sembler un peu étrange, mais je pense que justement, les personnes comme toi, les personnes comme moi qui sont en responsabilité sur ce sujet, et ont peut-être une responsabilité encore plus grande de dire, en fait, le développement auquel on assiste là, où on a laissé les réseaux sociaux se développer, prendre beaucoup de temps dans la vie de nos enfants, ces bulles d'enfermement, c'est plus quelque chose qu'on peut accepter aujourd'hui. Et donc les réponses doivent être très fermes. Moi, personnellement, un de mes combats, c'est l'interdiction des réseaux sociaux en dessous de 15 ans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la question de la parentalité numérique, de l'accompagnement. Mais je pense qu'avoir une règle très ferme, ça permet déjà de poser le point de discussion dans la famille. Et ça permet de protéger les plus jeunes, les plus vulnérables, qui aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un outil formidable de connexion, d'émancipation, mais c'est un outil qui crée des choses qu'on voit très bien d'ailleurs dans la série dont tu parles, et qu'on ne peut plus accepter. Et donc ça se gère au niveau européen, on a beaucoup de travail en ce moment avec l'Europe sur cette question-là, et moi j'en fais un combat. Et au-delà de cette ambition très forte, mais sans doute très dure à atteindre, techniquement et légalement parlant, y a-t-il des travaux avec le ministère de l'Éducation nationale en particulier, où on voit la difficulté des écoles, le nombre de fois on nous a promis de piquer les téléphones, et en fait mon fils me répond en classe. Donc, est-ce qu'il y a vraiment le temps finalement de travailler sur ces sujets quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui? Complètement. C'est effectivement un sujet très interministériel. Il y a des questions dans l'éducation, il y a des questions du ministère de la Santé. Le président de la République avait fait faire un rapport très pertinent. La commission écran lui avait remis il y a maintenant quelques temps. On est complètement à la tâche avec ce gouvernement à reprendre ce rapport et à faire tout ce qu'on peut pour implémenter les mesures. C'est une urgence. Et je veux dire à toutes les personnes qui sont peut-être dans la salle et qui ont ce type de difficultés, qui ne sont pas seules, et que le gouvernement prend toutes ses responsabilités pour trouver des réponses. Merci pour cet entretien. Je sais que tu es très pressé, donc je vais m'arrêter là. On a plein d'autres questions et donc je ne manquerai pas de t'inviter. Peut-être à un moment moins chargé, je ne sais pas si on a dans l'année, on trouvera. Encore merci Clara. Merci beaucoup.